content de parler justement de ce sujet parce que Genève a toujours été un carrefour international et le sujet musical à Genève a toujours été prépondérant. Mais comment est-ce que tous ces musiciens ont atterri à Genève? Comment cette évolution elle a eu lieu? Je pense que c'est déjà à partir de la Réformation. Dès qu'il y a eu la Réformation, il y a eu pas mal de mouvements de nos voisins, les Italiens, les Français. Et là, il y a eu pas mal de gens qui sont venus en Suisse, qui sont venus travailler et qui ils sont installés au bord du Léman. Et parmi tous ces gens, il y avait beaucoup de musiciens. En fait, en Italie, il y a beaucoup de musiciens. Et il y avait un orchestre italien qui avait vraiment beaucoup marqué cette époque. C'était les frères d'Alessandro. Alors les frères d'Alessandro, Victor d'Alessandro était un Italien qui nous venait de Bordeaux, et il avait déjà voyagé jusqu'à Bordeaux. Et il est mort à l'âge de 85 ans à Genève, autour de mars 1944. Et quand il est venu, il est venu avec ses frères, donc Pasquale qui était violoncelliste et Antonio que lui était harpiste. Ensuite ont été remplacés par d'autres musiciens. Ensuite il y a eu ses beaux-frères qui sont venus, les beaux-frères d'Alessandro Victor qui sont venus. Il y a eu Arthur Villemier qui était un Neuchâtelois, qui était le petit bossu qu'on voit sur la photo. Cardellini. Ensuite il y a eu Nicolas Di Milita qui a remplacé justement l'harpiste de l'époque et que je salue au passage son fils Joseph Di Milita qui m'a donné ses photos. Et ensuite ces orchestres, cet orchestre Victor d'Alessandro a été très sollicité par les gens illustres qui étaient venus habiter Genève. Vu la neutralité de Genève, il y avait beaucoup de gens. Nous avions donc la baronne de Rothschild, nous avions l'impératrice Élisabeth. Et à la Villa Barton, il se passait souvent des soirées comme ça, récréatives. Et les d'Alessandro étaient souvent sollicités. Ils étaient même très sollicités jusqu'à Bâle, à Montbéliard, à Colmar. Ils allaient même jusqu'à Lyon, souvent jusqu'à Lyon. Voilà, tout ceci pour vous situer un petit peu cette épopée de l'époque d'Alessandro qui a laissé dans les cœurs de nos ancêtres et de nos grands-parents beaucoup de nostalgie. Jusqu'en 1946, pour les d'Alessandro, ils avaient eu la belle vie malgré les guerres qui les avaient gênés un petit peu. Mais après la guerre, là, ça s'est passé tout à fait différemment puisque les Alliés avaient gagné la guerre, les Américains avaient importé la musique yankee. À l'époque, il y avait le jazz, il y avait de très bons souffleurs américains. C'est de là que viennent aussi en Europe ces musiciens qui étaient inspirés du jazz américain. Ils se sont mis à faire du saxo, de la trompette, surtout les instruments à souffle. Ou alors carrément l'opposé. Paris était quand même la capitale de la musique légère, pratiquement ici en Europe. Et évidemment, le musette était la musique très populaire en France. Et l'accordéon était le piano du pauvre et il était très populaire. Alors là, pendant cette période, depuis les années 46 jusqu'aux années 50, ce fut la première révolution, si vous voulez. La première révolution qui a créé tous ces orchestres qui étaient imprégnés de culture américaine en jazz, la vieille culture américaine jazz, avant le rock, donc le Charleston et tout ça. Et aussi la culture espagnole, puisque le tango après est venu, la valse aussi, la valse qui était une danse très prisée par nos grands-mères. Et là-dessus, on a eu pas mal d'orchestres qui sont venus. Genève, à ce moment-là, florissait d'orchestres comme l'Orchestre Armand, Dave Gerval, Hugues Bernet, les New Syncopaters, les New Ramblers. On a eu Gilles Vincent, on a eu énormément d'orchestres de danse. Et nous, les jeunes, à cette époque, puisqu'on était jeunes, on avait 14-15 ans,
qu'on aimait la musique, on ne savait pas où aller. Alors, on n'était pas très payé, mais on savait que quand il y avait un bal, un samedi soir, on pouvait passer en attraction. Alors, on s'arrangeait avec ces orchestres pour qu'ils nous laissent une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, pour qu'on puisse passer. Au moins, on avait un endroit où on pouvait aller jouer. Et puis, il me vient de ma famille, de mon père qui était très bon musicien, de mes oncles. Mon père jouait du sousaphone, de la guitare, de la mandoline. Il avait une très belle voix, il chantait. Ou peut-être par la suite, c'est peut-être venu parce que j'ai fait 9 ans de pensionnat. Lorsque mon père est mort, quand j'avais 4 ans, je suis entré en pensionnat. Ici, je suis voilà, vers 1950, ma première communion, voilà, avec quelques amis. La plus haut, c'est le même jour avec mon oncle Philippe, ici, le même jour. Donc devais avoir 5 ans ici, peut-être en 1950. Et ici, plus loin, on me voit là avec des autres amis du pensionnat. Je suis sorti de ce pensionnat, voilà, ici quand j'avais 13 ans. Alors, nous voici dans le local dans lequel je travaille tous les jours, dans le local où je compose. Je vous présente donc ces beaux instruments qu'on en a parlé. En premier plan ici, vous avez une guitare 12 cordes électroacoustique. C'est le son de la 12 cordes est très plein et on l'emploie pour des très beaux accompagnements de fond. Le système de l'électroacoustique, c'est les micros ici, on appelle des oignons aussi, des Barkus Berry, en tout cas c'est lui qui a inventé le système, qui sont placés sur le chevalet qui nous donne le son de la caisse de résonance, tandis que, contrairement à la guitare électrique traditionnelle, les micros aimantent les cordes et prennent les vibrations que les cordes émanent. Voilà, ça c'est la différence essentielle de l'électroacoustique et de l'électrique. Nous avons ici une guitare semi-caisse de résonance. Vous voyez, par exemple, ici c'est une caisse qui est très plate, même vide, il n'y a presque pas de bois. Tandis qu'ici c'est une semi-caisse de résonance et les micros prennent aussi un peu le son de la caisse de résonance. C'est un petit peu la copie de la SG 335. C'était Egmont qui faisait ça à l'époque et elle avait la particularité d'avoir 3 micros. 7 positions ici différentes pour avoir des sons complètement différents, 2 basses et aigus et 2 volumes, donc pour chaque micro, pour avoir des nouveaux sons, des sons très différents. Là nous arrivons ici à une copie de Fender Stratocaster, c'était pour vous dire qu'on peut faire des belles copies maintenant. Ensuite nous arrivons à une vraie Fender Squier. Oui, elle s'appelle Squier maintenant puisque Léo Fender a vendu, je pense à la firme RCA, RCA Victor, et a vendu ce modèle, mais elle s'appelle toujours by Fender, donc parce que c'est lui qui avait fait le design. Et elles sont fabriquées aussi au Japon maintenant. Il y a des Squier qui sont fabriquées au Japon. Alors la dernière guitare que je vous présente, c'est une guitare basse. C'est mon premier instrument puisque j'étais violoncelliste contrebassiste à la base. Et elle me sert à jouer d'abord les traits de basse à la vraie guitare basse avant de les placer sur les claviers.
voilà, bien sûr, vous avez vu, hein, on s'arrête de jouer puis ça joue tout seul. Mais ça, c'est pas évident. Lui-même, il ne fera jamais rien tout seul. Il faut quand même le programmer à l'avance et puis il nous donnera ce que nous, on lui a mis dans le ventre ou dans la tête, si on peut appeler ça des cervelles électroniques. Alors, ça n'a pas toujours été comme ça, oui, parce que ça, c'est déjà des orgues qui sont un petit peu plus sophistiqués. Alors, au début, ces orgues, en fait, ils tenaient que l'accord. On pouvait faire un accord de cette manière-là, et là, on n'avait pas de rythme, ça tenait uniquement comme ça, voyez. Et là, ce côté de son qui tient, on le sert encore beaucoup pour le direct. Quand on fait un bal, une personne vient, nous demande un morceau, c'est par ce procédé-là qu'on intervient tout de suite dans les rythmiques de la valse ou du tango ou je ne sais pas, du slow que la personne nous a demandé. Et là, le côté pratique, c'est qu'on arrive là, on met tout de suite une programmation et là, alors, en fait, non, on ne met pas de programmation là. On marche avec ce que l'orgue lui-même nous donne, c'est-à-dire ce qu'il a déjà lui dans son ventre. Alors voilà, je mets un slow par exemple, et là-dessus, je joue directement. Et puis si on me demande un tango, à ce moment-là, vous voyez, on va intervenir directement dans un tango. Voilà, ça, un tango, ou bien une valse, je ne sais pas, on me demande une valse, et là je suis tout de suite dans la valse. Alors vous voyez, ça c'est déjà la première évolution quand on avait la rythmique, quand on avait la basse, la batterie et tout, mais que les claviers tenaient uniquement les accords, ils n'avaient pas de morceaux programmés. Et ensuite, il y a eu ce système, comme on voit là, avec ces disquettes, ces RAM, c'est des cartes de mémoire, on appelle ça des cartes de mémoire. Et ces cartes de mémoire tenaient jusqu'à 4 morceaux maximum, ou 4 séquences, mais elles coûtaient très cher, elles coûtaient à peu près dans les 135, 140, 150 francs suisses, et on mettait très peu de morceaux, donc le morceau devenait onéreux. Alors, on a quand même travaillé quelque temps avec ce système puisque ça nous permettait de, moyennant les mémoires, d'aller chercher un morceau complet là-dedans. Alors là, par exemple, je vais chercher dans la mémoire interne de cette disquette, de cette carte de mémoire, un morceau. Alors j'envoie le morceau et là-dessus je chante et je joue. Alors voilà, si j'arrête, là, maintenant il va jouer tout seul, il va faire tout seul son tour qu'on lui a mis en mémoire. Alors ceci pour vous dire que ces RAM étaient quand même assez chers, hein. Et là on en est arrivé à quelque chose de beaucoup moins cher, avec ici, vous voyez, il y a un lecteur de disquette, on va chercher une disquette que voici, et dans cette disquette, à ce moment-là, on peut mettre jusqu'à 30 morceaux, ça dépend des mémoires qu'occupe chaque morceau, et ces disquettes coûtent seulement autour de 2 francs 80, 3 francs ou 3 francs 50 suisses. Alors évidemment que là, ça commençait à devenir beaucoup plus intéressant. C'était donc la deuxième évolution, ça coûtait beaucoup moins cher, et on avait des sons qui étaient quand même assez exceptionnels, et on avait introduit des entrées, des introductions aux morceaux, et des endings, des finaux dans les morceaux. Là, je vais vous donner une petite démonstration. On va chercher donc un morceau, un style de musique, par exemple. Le morceau, il n'est pas encore enregistré. Là, on va chercher uniquement, comme là-dessus, un style de musique. Là, dans le cas présent, c'est une marche. Je fais une introduction à la marche, et lorsque je pose mes doigts là-dessus, on va voir une introduction qui va se produire. Voilà, alors là-dessus, on peut... Alors là-dessus, on peut jouer évidemment ce morceau. Il y a une introduction, comme on a entendu là, je la refais. Et il y a aussi, on joue le morceau avec cet accompagnement, le style de musique qu'on nous a demandé. Et là-dessus, on peut faire un final. Alors je fais un final. Voilà, vous voyez, ça c'est bon, une marche, on peut aller chercher d'autres choses, on peut aller chercher par exemple quelque chose de beaucoup plus plein, on peut faire un bebop brass, un dance band qui nous rappelle un petit peu les grosses formations de l'époque. Alors voilà l'introduction.
On joue le morceau avec ça. Et après, on peut faire un final avec ça. Alors là, vous avez vu, hein, ça fait quand même une grosse formation. Hein. Et là, je suis tout seul. C'est ça qui a donné justement, qui a enlevé peut-être certains travaux à certains musiciens, certains contrats. Malheureusement, c'est l'évolution, c'est le progrès qui veut ça. Et bien sûr, il y a quand même des musiciens qui ne veulent pas jouer comme ça, c'est clair. Ils veulent jouer directement avec leur propre instrument et je les comprends très bien. Seulement, ma foi, le progrès s'impose toujours et on est obligé de suivre le progrès. Ce progrès qui devient de plus en plus intéressant et là, vous allez voir que les prochains claviers, c'est quelque chose. Alors bien sûr que la basse commence, mais la guitare, tout commence en même temps. L'orchestration, les autres musiciens qui sont dessus vont jouer sur cette base. Alors comme vous voyez, on peut absolument le mettre sur pause, on peut arrêter au milieu du morceau, on peut aller chercher beaucoup plus loin avec la mesure qui est ici, la mesure 42, il y a le numéro de la mesure, il y a la vitesse du rythme qui est ici, et on peut aller chercher donc plus loin dans la mesure, dans les mesures, la mesure qui nous convient pour travailler, on peut l'enlever, la mettre, la rajouter, et là on repart exactement à la mesure qu'on est ici. Con te, amico che credevo perso. Con te, così lontano e diverso. Io e te, dentro lo stesso sogno. Insieme. Unite, per te donna senza frontiere, io e te sotto le stesse bandiere, io e te sotto lo stesso cielo. Insieme, unite, sempre più liberi noi, non è più un sogno e non sei più da solo, sempre più in alto noi, dammi una mano che prendiamo il volo. L'Europa non è lontana, c'è una canzone italiana per voi, insieme, unite, per noi, nel cielo mille violini. Per noi, amori senza confini, io e te, sotto gli stessi ideali, insieme, unite, sempre più liberi di noi. Non è più un sogno e non siamo più da soli, sempre più uniti noi, dammi una mano e vedrai che voli, l'Europa non è lontana, c'è una canzone italiana per voi, insieme.
unite, Europe. Sempre più liberi noi, le nostre stelle una bandiera sola, sempre più forti noi, dammi una mano e vedrai si vola, l'Europa non è lontana, c'è una canzone italiana per voi. Unite, unite, Europe. L'Europa non è lontana, c'è una canzone italiana per voi. Insieme, unite, unite, Europe.